C'était un soir d'octobre particulièrement froid à Châteauroux quand le téléphone a sonné dans mon bureau. Il était près de 20 heures, et je ne m'attendais pas à recevoir d'appel à cette heure-là. Henri Dubois à l'appareil, ai-je décroché en fermant l'album photo que je feuilletais. Oncle Henri, c'est Léa. Pardonne-moi d'appeler si tard, mais je pensais que tu devais le savoir. Ma nièce semblait hésitante, ce qui était inhabituel chez elle. Léa Moreau, fille de mon frère défunt Paul, avait toujours été une jeune femme déterminée et franche. « Qu'est-ce qui ne va pas? C'est ta mère » ai-je demandé, inquiet. « Non, maman va bien. C'est Camille. Elle se marie. » Le silence s'est installé pendant quelques secondes. Camille, ma fille unique de 32 ans, avec qui j'entretenais des relations pour le moins compliquées. Elle ne m'a rien dit, ai-je fini par répondre, tentant de garder un ton neutre. Je pensais que tu étais au courant, a murmuré Léa. Elle a envoyé les faire-part il y a une semaine. Le mariage est dans 2 mois. Et qui épousait-elle? Ai-je questionné en me dirigeant vers la fenêtre. Une pluie fine transformait la rue en aquarelle floue. Maxime Leclerc. Il travaille dans l'assurance chez AXA. Ils se fréquentent depuis environ 1 an. J'ai grimacé. Même le nom sonnait prétentieux. Probablement encore un de ces hommes en costume-cravate avec un sourire parfait et un ego surdimensionné. Qu'est-ce que tu sais de lui? Ai-je insisté. 36 ans, divorcé, sans enfant. Apparemment très prospère d'après les ragots du bureau. Il se spécialise dans l'assurance vie pour clients fortunés. Elle a marqué une pause. Mais il y a quelque chose. Il est arrogant et aime frimer. Je l'ai rencontré lors d'un événement professionnel. C'est le genre de type qui rit de ses propres blagues et appelle le serveur mon pote. L'image était claire. Costume hors de prix, coupe de cheveux impeccable, sourire condescendant. Un parfait match pour Camille, qui avait toujours été attirée par le paraître et le statut social. Merci de m'avoir prévenu, ai-je dit, sentant une irritation sourde monter en moi. Au moins, je serai préparé quand je recevrai l'invitation officielle, si elle arrive. Après avoir raccroché, je suis resté longtemps dans l'obscurité, fixant la photo de Marie posée sur mon bureau. Ma défunte épouse me souriait de son sourire immuable et tendre. 3 années s'étaient écoulées depuis sa disparition, et la douleur restait aussi vive, comme si on m'avait arraché une partie de moi-même. Que dirais-tu, ma chérie? Ai-je chuchoté en caressant le cadre. Quel serait ton conseil? Moi, Henri Dubois, 66 ans, ancien professeur d'économie, veuf, père, et selon ma fille, un parent encombrant qui ne cadrait pas avec son idée d'une vie parfaite. Marie et moi nous étions rencontrés à la faculté. Elle étudiait les lettres modernes, moi l'économie. Nous nous étions mariés en 3e année, aux grandes dames de ses parents qui estimaient que leur fille méritait quelqu'un de plus prometteur. Camille était née 2 ans plus tard. Nous enseignions tous deux au lycée Pasteur de Châteauroux, vivant modestement mais décemment. J'avais toujours été économe, investissant intelligemment, et au moment de la retraite, nous avions constitué un patrimoine confortable. Marie disait souvent que Camille tenait de sa grand-mère maternelle, même pragmatisme calculateur, même désir de richesse et de reconnaissance sociale. Nous aimions notre fille, mais il y avait toujours eu ce mur invisible d'incompréhension entre nous. Marie parvenait à maintenir au moins l'apparence d'une relation chaleureuse. Moi, trop direct, trop principiel, j'entrais souvent en conflit avec Camille. Pendant ses études, elle avait commencé à avoir honte de nous. Des professeurs avec une vision ringarde du succès et un mode de vie modeste. Elle s'était rapprochée des enfants de familles aisées, tentant de s'intégrer dans leur cercle. Après ses études, elle s'était lancée dans l'immobilier et avait rapidement réussi. Elle gagnait plus que nous et ne ratait jamais une occasion de nous le faire remarquer. Il y a 3 ans, Marie était décédée brutalement d'un anévrisme. Nous avions pris le petit déjeuner ensemble en discutant de nos projets d'été, et le soir j'étais veuf. Camille était venue aux obsèques, était restée une semaine pour les formalités, puis avait disparu de ma vie, ne réapparaissant que pour les fêtes ou quand elle avait besoin d'aide financière. Notre dernière rencontre à Noël s'était soldée par une dispute. Camille me reprochait de vivre dans le passé, de refuser d'aller de l'avant après la mort de Marie. Par aller de l'avant, elle entendait vendre la maison, déménager dans un appartement plus petit ou une maison de retraite, et lui confier la gestion de mes finances. J'ai refusé. Elle m'a traité d'égoïste. Depuis, elle n'a appelé que 2 fois,
pour des occasions formelles. Le lendemain soir, j'ai reçu l'invitation par coursier express. Papier crème de qualité, mon nom en calligraphie. À l'intérieur, l'invitation au mariage de Camille Dubois et Maxime Leclerc au domaine de la Roseraie. En bas, une note manuscrite. Papa, nous devons nous voir pour discuter des détails. Demain 19h, restaurant Le Grand Siècle, avenue de la République. Camille. Pas de s'il te plaît. Pas de j'espère te voir. Juste un avis, comme pour une réunion d'affaires. Le lendemain, je me suis préparé avec soin. Le Grand Siècle était un restaurant prétentieux avec une cuisine française raffinée et des prix exorbitants. J'ai sorti le costume que je portais aux funérailles de Marie et choisi une cravate assortie. Je suis arrivé à l'heure précise. Le maître d'hôtel m'a jaugé du regard avant de m'escorter vers une table près de la fenêtre où m'attendaient Camille et un homme que je voyais pour la première fois. Camille était impeccable comme toujours. Coiffure stylée, maquillage parfait, robe de créateur. Elle avait hérité de la beauté de Marie, les mêmes pommettes hautes, les mêmes yeux expressifs, mais sans la douceur maternelle. Maxime correspondait exactement à ce que j'avais imaginé. Soigné, sûr de lui, avec un sourire parfait et un regard calculateur. « Papa » a dit Camille en se levant pour m'embrasser. « Je te présente Maxime. Monsieur Dubois, ravi de vous rencontrer enfin. Camille m'a tant parlé de vous. » Sa poignée de main était ferme et sèche. J'ai acquiescé et me suis assis. « Alors, vous vous mariez. Félicitations » ai-je dit sans perdre de temps en politesse. « Merci » a souri Camille, mais le sourire n'atteignait pas ses yeux. « Maxime et moi sommes très heureux. » Et très occupés avec les préparatifs, a ajouté Maxime. « Le mariage du siècle, vous savez. » « J'imagine. Combien d'invités prévoyez-vous ? » « Environ 200, a répondu Camille. « Juste les plus proches. » J'ai failli m'étrangler. 200 proches. J'avais à peine 20 personnes que je pouvais appeler des amis. Impressionnant. Et où aura lieu la cérémonie ? Au domaine de la Roseraie, a dit Camille d'une voix rêveuse. Ils ont une salle de réception fabuleuse et des jardins magnifiques pour les photos. Et des tarifs à la hauteur, ai-je ajouté. Maxime a ri, mais cela sonnait faux. Il faut payer pour la qualité de nos jours, monsieur Dubois. C'est de cela que nous voulions te parler, papa, a continué Camille en se penchant vers moi. Tu te souviens de ta promesse de payer mon mariage ? J'ai froncé les sourcils, cherchant dans ma mémoire. Quand j'avais 16 ans, a précisé Camille devant ma confusion. Tu avais dit que tu mettrais de l'argent de côté pour que je puisse me marier comme une princesse. Je me souvenais vaguement de cette conversation. Camille était adolescente, venait de voir un film romantique et rêvait d'un mariage somptueux. C'était il y a longtemps, Camille. Et je ne suis pas sûr que ce soit exactement ce que j'avais promis. Tu ne vas quand même pas refuser d'aider ta fille unique pour un jour si important. Il y avait dans sa voix cette intonation suppliante que je connaissais bien. Je ne dis pas que je ne t'aiderai pas. Mais d'abord, j'aimerais savoir de combien d'argent nous parlons. Camille et Maxime ont échangé un regard, et il a hoché la tête comme pour lui donner la permission. Nous avons établi un budget, a dit Camille en sortant une feuille de son sac. C'est très raisonnable. J'ai pris la feuille et parcouru les chiffres. Il m'a fallu quelques secondes pour réaliser le total en bas de page. C'était astronomique. On pouvait acheter une petite maison en banlieue de Châteauroux pour cette somme. C'est une plaisanterie ? Ai-je demandé sans cacher ma surprise. Papa, c'est le budget standard pour un mariage correct de nos jours. Nous avons même fait des économies où nous le pouvions. J'ai regardé les postes. Une robe de créateur parisien. Des fleurs exotiques importées. Du champagne qui coûtait l'équivalent du salaire mensuel d'un enseignant. Un photographe venant de Paris. Camille, ce n'est pas un budget raisonnable. C'est un budget pour impressionner et montrer son statut. Ce n'est pas un mariage, c'est une démonstration. Maxime a ricané. Avec tout le respect que je vous dois, monsieur Dubois, les temps ont changé. De nos jours, un mariage est un événement qu'il faut célébrer dignement. Dignement ? Oui, j'en conviens. Mais ceci, ai-je pointé la feuille, c'est excessif. Je le savais, a soupiré Camille en croisant les bras. Tu as toujours été comme ça, toujours à compter chaque euro, toujours à vivre en dessous de tes moyens. D'accord, ai-je dit soudainement.
Je t'aiderai pour le mariage. Mais pas autant que vous le prévoyez. Je suis prêt à vous donner un quart de ce qui est listé ici. Le reste, vous devrez le trouver par vous-même. Le sourire a disparu du visage de Camille. Un quart? Nous ne pourrons même pas louer la salle avec cette somme. Alors choisissez une salle moins chère, ai-je suggéré. Maxime, qui était resté silencieux, s'est soudain penché vers moi. Écoutez, monsieur Dubois, pensez à Camille. C'est son jour, son rêve, et vous devriez faire tout votre possible pour réaliser ce rêve, surtout que vous en avez les moyens. Comment connaissez-vous mes moyens? Ai-je demandé, sentant la colère monter. Camille m'a parlé de vos investissements, de votre maison, de votre patrimoine, a-t-il souri avec condescendance. Et vous savez, vous ne rajeunissez pas. Que ferez-vous de tout cet argent? Ne vaudrait-il pas mieux rendre votre fille heureuse maintenant? J'ai regardé cet homme arrogant qui parlait de mon argent comme s'il lui appartenait et faisait allusion à ma mort prochaine comme s'il discutait de la météo. Vous savez, Maxime, vous avez raison sur un point. Je ne rajeunis pas, et en vieillissant, je perds patience pour ce genre de conversation. Je me suis levé. Papa, tu ne peux pas partir comme ça, a protesté Camille. Quelle discussion! Tu m'as invité pour me dire combien je devais payer pour ton mariage. La conversation est terminée. J'ai quitté le restaurant sous les regards des autres clients. Le lendemain matin, j'ai annulé tous les paiements que j'avais prévus et contacté mon avocat pour vendre la voiture que j'avais achetée à Camille 3 ans plus tôt. Les mois qui ont suivi ont été difficiles mais libérateurs. J'ai coupé les ponts avec Camille, modifié mon testament pour léguer la majeure partie de mes biens à une fondation étudiante au nom de Marie, et aidé Léa à lancer son commerce de produits bio. J'ai aussi rencontré Brigitte, une professeure d'art nouvellement arrivée en ville, avec qui j'ai développé une belle amitié. Grâce à elle, j'ai découvert un groupe de seniors actifs qui organisait des sorties culturelles et des voyages. Finalement, quand mon ami Robert m'a proposé de venir à Lyon pour coécrire un livre sur l'économie comportementale, j'ai accepté. J'ai loué ma maison et suis parti pour une nouvelle aventure. Parfois, l'autodignité vaut plus que les liens familiaux fondés uniquement sur l'intérêt financier. Et je suis certain que Marie aurait compris et approuvé ma décision.